Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus pour cette deuxième journée des Assises européennes de la transition énergétique, des assises digitales à cause de la crise sanitaire, comme vous le savez, mais des assises qui se tiennent en toute sécurité. Les distances sont respectées sur notre plateau, le gel a été appliqué sur les mains et je peux même me permettre le luxe de retirer mon masque pour vous sourire et vous accueillir. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour ces rendez-vous avec nos plénières et vous en êtes déjà remerciés. Vous serez nombreux aussi à participer aujourd'hui à notre chat qui va se dérouler en direct pendant les débats. Et il y aura même pendant ces débats ce matin des mini-sondages. Donc n'hésitez pas, tenez-vous prêts à participer vous aussi, de chez vous ou de votre bureau, à notre table ronde d'aujourd'hui dont le thème est « Renoncer aux futurs obsolètes ». Quelle mutation promouvoir pour une économie vraiment résiliente? Des débats qui seront animés par Bruno Rebel de l'agence Transition, agence de conseil en stratégie de développement durable. Bonjour Bruno, bonjour. Je vous laisse la parole et le soin de présenter nos invités. Bonjour, merci à toutes et tous de nous rejoindre aujourd'hui. Merci à nos invités que je vais présenter dans quelques instants. Effectivement, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il nous semblait intéressant de s'interroger sur la mutation de l'économie. La pandémie a montré de manière assez brutale que des pans entiers de notre économie pouvaient être impactés très significativement, révélant d'une certaine façon que certains secteurs sont obsolètes. On reviendra sur cette définition un peu plus tard dans nos échanges. En tout cas, obsolètes au regard du monde qui vient. Et au-delà de la mise à l'arrêt de certains secteurs d'activité, cette situation nous interroge de manière assez fondamentale sur nos modes de production et nos modes de consommation, notamment au regard des limites planétaires, ou de l'entrée dans l'Anthropocène, concept qui est de plus en plus utilisé par les observateurs. Dès lors, pas mal d'observateurs, de chercheurs, de philosophes, comme Bruno Latour, ont souligné le fait d'entrer dans cette période de grande incertitude nous imposait de nous interroger sur la manière dont nous opérons l'économie et dont les entreprises agissent dans notre société. Ils ont aussi exprimé leur crainte de voir le business as usual, la conduite habituelle des affaires, revenir aussi vite qu'elle n'avait été mise à l'arrêt du fait de la crise. Du coup, dans cet équilibre entre opportunité et danger, il nous semble extrêmement intéressant de s'interroger sur l'hypothèse de renoncer aux futurs obsolètes, titre peut-être un peu provocateur, mais qui nous semble intéressant pour justement lancer le débat. Parce que si on a bien conscience du fait que la rupture est fondamentale, on sait aussi que les changements de paradigme aussi profonds ne sont pas vraiment faciles à conduire, d'autant qu'il est probable qu'on n'ait pas les méthodes, les outils pour opérer ces transformations aussi radicales au sens propre du terme, c'est-à-dire de prendre les problèmes à la racine. Alors pour explorer ces questions-là, nous avons la chance d'avoir avec nous un panel d'acteurs assez divers. Diego Landivar, qui est docteur en sciences économiques et qui est professeur en économie et en humanité numérique à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, par ailleurs cofondateur et directeur du laboratoire Origins Media Lab et qui a commis récemment un article justement au titre évocateur de renoncer aux futurs obsolètes que nous sommes permis de reprendre pour cette table ronde. Avec nous également Virginie Renaud-Crédos, vous êtes directrice de la 3e révolution industrielle de la région Hauts-de-France, processus qui est maintenant assez ancré dans cette région et que vous animez et vous nous présenterez justement un petit peu les actions qui sont mises en œuvre pour accélérer ces mutations industrielles. Et puis, industrie, bien avec nous également Dominique Père, chef d'établissement de ArcelorMittal Dunkerque, mais vous êtes aussi directeur des relations institutionnelles pour le groupe, pour la région Hauts-de-France. Et puis, nous avons également en ligne, et il aurait souhaité être avec nous, mais il a été retenu par des obligations de dernière minute, Emmanuel Druon, qui est directeur de Pocheco, une PME qui est particulièrement engagée dans la conduite de ces mutations, et cela depuis plusieurs années, même bien avant la crise, et nous serons ravis d'entendre son témoignage.
Comme il vous a été dit, vous avez la possibilité tout au long de nos échanges d'intervenir par le biais du chat, de poser des questions. Alors bien sûr, il est probable que nous ne puissions pas prendre toutes les questions, mais nous nous efforçons avec Jean-Marc de repérer les questions qui sont les plus en phase avec le temps du débat dans lequel on est pour les mettre en exergue et d'une certaine façon, par ce truchement, vous donner la parole. Et puis, de sondage, on vous demandera dans un premier temps de réagir, de nous dire un petit peu comment vous voyez les transformations conduites par les entreprises sur votre territoire, et puis aussi, dans un deuxième temps, de voir comment vous appréciez les coopérations entre entreprises et collectivités, puisque, il faut le rappeler, l'audience de ces assises est assez majoritairement composée de représentants des collectivités locales. De fait, on va organiser le débat un petit peu en deux temps. D'abord, une interrogation un peu plus fondamentale sur ces futurs obsolètes, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ensuite, on s'interrogera un peu plus sur cette interaction entreprise-collectivité. Alors, je vais commencer avec vous tout de suite, Diego Landivar. Pourquoi faut-il renoncer à ces futurs obsolètes? Et puis surtout, comment on va définir ce qui est obsolète, ce qui va l'être et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne pourrait pas l'être? Est-ce que les approches de transition, on est aux assises européennes de la transition énergétique, est-ce que c'est la bonne approche pour faire ce distinguo? Merci pour cette question parce qu'elle me paraît importante, centrale. Pendant très longtemps, la question du renoncement était un vrai tabou pour les organisations, y compris pour les entreprises, bien évidemment. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à deux scénarios du futur, deux modélisations du futur qui sont concurrentes. La première modélisation qui est en fait celle de l'innovation intensive, de la croissance, le paradigme classique, on va dire, du business as usual, et qui considère que l'avenir est fait de smart technology, d'intelligence artificielle, de big data, etc. Et de l'autre côté, un futur qui nous est annoncé par les climatologues, les géologues, les géomorphologues, et qui nous montre bien que la situation est plus que critique. Et ce qui est important, c'est pourquoi cette question elle est fondamentale, c'est parce que tout simplement, on est aujourd'hui au-delà d'une simple crise écologique. D'ailleurs, ce concept est épuisé aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre d'un point de vue climatique et d'un point de vue écologique n'est pas une crise, n'est pas un simple risque, mais c'est tout simplement une bifurcation de notre système terrestre. Et donc, bien évidemment, toute la projection de nos organisations, de nos entreprises, de nos institutions doit être repensée de fond en comble. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est des questions d'habitabilité, de subsistance sur cette terre. Et donc, bien évidemment, tous les paradigmes stratégiques, tous les moyens conceptuels, méthodologiques qui ont été pensés dans une période écologique stable sont épuisés. Et c'est pour cela que nous, avec mes collègues Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet, nous avons proposé un concept qui vient remplacer le concept de transition écologique, qui est le concept de redirection écologique, tout simplement parce que les paradigmes conciliateurs, justement, qui considèrent qu'on peut à la fois faire de l'innovation intensive sans aucune limite, de la technologie sans limite, et en même temps du développement durable, de l'écologie, aujourd'hui sont dans une posture très problématique. Et donc aujourd'hui, par rapport à la deuxième question, comment on arrive à décortiquer ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, une question que la Covid a posée sur la table de manière assez frontale. Nous, ce qu'on essaye de proposer, en reprenant le concept de José Alloy, un physicien qui est aujourd'hui à l'Université de Paris, et qui explique que nous sommes face à des technologies zombies. Et c'est quoi une technologie zombie? C'est tout simplement une technologie qui est à la fois vivante parce que injectée d'investissements, soutenue publiquement, politiquement, soutenue par des imaginaires également projectifs importants, et de l'autre côté sont condamnés d'un point de vue écologique ou condamnés d'un point de vue de tout simplement, par exemple, la disponibilité des matières premières, de la disponibilité des matières énergétiques. Donc elles sont à la fois mortes et vivantes, donc zombies. Et si on prolonge ce concept-là à l'ensemble de nos activités économiques,
qu'on pourrait imaginer. On peut dire que nous sommes face à des institutions, des organisations, des entreprises zombies, c'est-à-dire à la fois qui tentent de démontrer que leur paradigme productiviste, extractiviste, etc., est vivant et même qu'il peut être utile à la résolution de la crise écologique. Nous, on pense qu'il faut maintenant mettre les choses clairement sur la table et dire qu'il va falloir passer à une autre étape de la réflexion écologique et qui est effectivement celle de la redirection et qui implique bien évidemment des arbitrages et moins des questions de conciliation, parce que les conciliations aujourd'hui sont épuisées. Tous les paradigmes conciliateurs, celui du développement durable, de la RSE, de la transition écologique, de la compensation, le paradigme des incitations, tous ces paradigmes forts de l'écologie depuis 30 ans sont aujourd'hui mis en crise par les recherches en écologie, en zootechnie, etc., qui démontrent bien qu'aujourd'hui, on doit passer à un autre niveau qui est le niveau des arbitrages forts pour le climat. Est-ce que c'est pas décourageant d'une certaine façon? J'entends votre discours, votre propos. Ce qui semble-t-il encourage justement les entreprises, les acteurs, les territoires à muter. C'est l'idée de cette transition, de passage d'un état à un autre, où finalement on leur explique aussi que ça va pas faire trop mal, en étant un peu direct. Là, vous nous dites ça suffit pas. Il faut vraiment faire du 180 degrés, ou en tout cas du 90 degrés pour certains secteurs. Et on sait que, à la fois dans l'organisation des territoires, dans la conduite des entreprises, dans la conduite des organisations en règle générale, ces virages trop brutaux, enfin, même s'ils sont absolument indispensables, sont très difficiles à vivre et donc et souvent rejetés de facto. Comment on fait pour opérer cette rupture, faire accepter finalement l'idée même de rupture? Oui, c'est une question importante. Alors, je dirais qu'il y a trois manières de répondre. La première, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément, n'ont pas les bons imaginaires, effectivement, les bons récits pour se projeter dans cette question-là, dans cette question de la redirection, du renoncement, dans certains cas, des arbitrages, tout simplement parce qu'on est on hérite en fait d'imaginaires qui ont été pensés pour systématiquement développer les choses, innover, ouvrir des horizons, toujours faire du nouveau, créer, etc. C'est un paradigme extrêmement intéressant. Moi-même, j'ai été friand de ces paradigmes-là. Sauf qu'aujourd'hui, justement, il va falloir dire clairement que l'horizon de réflexion et dans cet imaginaire alternatif est la condition même de l'existence de nos organisations, de nos entreprises, de nos institutions, etc. Donc c'est en fait un préalable, un prérequis aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de projection, il n'y aura pas d'innovation si on ne résout pas cette question aujourd'hui clairement. Donc c'est ce rapport qui est inversé. Ensuite, il y a un problème de technique. Moi, j'enseigne dans une école de management, dans une école supérieure de management, et dans ces écoles-là, on voit bien que 95% des techniques qui sont déployées, ce sont des techniques au service de l'ouverture de monde, l'ouverture de nouveaux projets. Donc il n'y a pas d'ingénierie. Oui, on peut pas dire que la redirection soit le mantra des écoles de commerce, voilà, en règle générale, quoi. Alors jusqu'à maintenant, parce qu'on a créé du coup le premier master dédié à l'anthropocène, à la gestion de l'anthropocène, avec un renouveau des techniques de gestion administrative, financière, pour accompagner cette redirection, et qui sont complètement nouvelles, et y compris nouvelles par rapport à tout ce qui a été développé dans le développement durable, dans la RSE, etc. Donc il y a cette deuxième composante. Et la troisième, pour penser ces ruptures, il faut, à mon avis, s'appuyer sur deux choses importantes. C'est des protocoles démocratiques qui justement permettent d'accompagner les institutions et les organisations pour asseoir les transitions, les redirections, de manière à ce qu'il y ait une vraie assise populaire qui accompagne cela, populaire au sens global du terme, y compris démocratique dans les entreprises, par exemple. Et par ailleurs, il faut également s'appuyer sur ce que nous on appelle des patrons effondrés, c'est-à-dire des managers. Des patrons effondrés. Oui, c'est ça. D'accord. Alors c'est un concept intéressant parce qu'un patron n'est jamais effondré. En quelque sorte. Un patron ne s'autorise jamais à être effondré psychologiquement, cognitivement. Et justement, aujourd'hui, on a une enquête qui se déploie, qu'on va bientôt finir, on va publier là-dessus, sur ces patrons effondrés, c'est-à-dire des patrons qui, dans
dans leur intimité, nous rencontrent et nous disent que justement, il n'y a plus d'avenir possible, ni stratégiquement, ni dans les horizons de déploiement des entreprises ou des organisations, si on continue dans cette situation. Et donc, on a rencontré des patrons de fonds d'investissement, par exemple, qui vous disent que la décroissance est devenue le principal horizon financière, en fait, le principal horizon d'optimisation financière. On a des vice-présidents d'entreprises. Pardon, mais comment un responsable de fonds d'investissement admet l'idée que la décroissance est son horizon? Ça veut dire que son business est terminé dans quelques temps? En fait, l'anthropocène, le changement climatique, vient transformer les paramètres du pire. Et donc, dans un horizon de scénarisation prospective que utilisent les fonds d'investissement, notamment ceux qui s'appuient sur des dynamiques de moyen ou de long terme, aujourd'hui, ont conscience qu'entre un horizon d'effondrement dû, par exemple, à une trop forte dépendance à nos énergies fossiles, ou etc., et un horizon de décroissance organisée, planifiée, volontaire, où justement on prend en charge cette redirection plutôt que de la subir de plein fouet, tout simplement, ce deuxième scénario devient plus intéressant, devient plus optimisateur en fait que le premier, d'un effondrement subi de certaines pans de nos activités qui aujourd'hui sont obsolètes justement. En quelque sorte, c'est reconnaître, identifier le pire pour l'affronter, s'y préparer et s'organiser en conséquence. Voilà, et le fait qu'aujourd'hui des concepts comme la décroissance, comme le renoncement, comme les arbitrages, y compris des concepts où des patrons demandent à l'État d'endosser plus de planification, par exemple, sur la disponibilité des matières premières ou du pétrole, ce sont des tabous qui sont aujourd'hui complètement levés, parce que je veux dire, parler de décroissance dans un fonds d'investissement, même moi, personnellement, j'aurais jamais cru, quoi, en fait, trouver ça. Et alors, c'est des verbatims qui sont rarement dits publiquement. Il y a eu quelques patrons effondrés qui se sont aventurés sur la scène publique en essayant de soutenir des idées très progressistes à ce niveau-là. Ils n'ont pas duré très longtemps. C'est une approche qui est similaire à la collapsologie, ou vous différenciez de cette conception? La collapsologie, c'est vraiment un univers très déterministe, c'est-à-dire que voilà, il y a une série d'ingénieurs qui aujourd'hui travaillent ingénieurs, activistes et autres, qui travaillent sur l'effondrement de la civilisation. Nous, on ne parle pas d'effondrement de civilisation, mais par contre, effectivement, prendre acte qu'il y a des effondrements biologiques en termes de biodiversité, qu'il y a des bifurcations climatiques. Aujourd'hui, ce n'est plus être collapsologue, c'est tout simplement être lucide et réaliste. Donc nous, on regarde cette effervescence intellectuelle autour de la collapsologie avec intérêt, mais nous ne considérons pas du tout collapsologue, justement. On se considère plutôt redirectionniste. Ok, au moins les termes sont posés. Alors je me tourne vers vous, Dominique Père. Est-ce que vous êtes un patron effondré d'une entreprise zombie? Non, je ne suis pas un patron effondré. Et plutôt qu'être un patron effondré, je pense qu'il faut être dans l'action et il faut effectivement agir contre le réchauffement climatique. Je suis tout à fait d'accord avec le constat que la situation est critique et qu'il faut vraiment agir. Je suis aussi en accord avec le constat qu'il ne faut pas avoir une technologie sans limite. Pour moi, l'acier, puisque la question n'est pas venue, mais n'est pas non plus un matériau obsolète. C'est un matériau qu'il en faudra toujours. Par contre, effectivement, demain, il faudra le fabriquer de façon différente, en utilisant beaucoup moins de ressources, donc moins de ressources fossiles en tant que carbone, moins de ressources en tant que minerai de fer, et ça, c'est grâce à l'économie circulaire. Et c'est comme ça que nous allons y répondre. La crise Covid, elle nous permet d'accélérer cette transformation grâce au plan de relance, grâce aussi à la volonté de relocalisation de l'Europe.
Alors pour ArcelorMittal, l'économie circulaire, c'est déjà une longue histoire, hein. Donc depuis 1980, nous récupérons la chaleur, ce qu'on appelle chaleur fatale du site d'ArcelorMittal Dunkerque, et c'est par ce biais-là que donc on chauffe une partie de la ville de Dunkerque, hein, hôpitaux, piscines, logements sociaux, etc. Et nous avons d'ailleurs poursuivi, puisque depuis la fin de l'année dernière, nous chauffons aussi maintenant donc la ville de Grande-Synthe. Alors l'économie circulaire, c'est aussi pour ArcelorMittal l'utilisation de ses coproduits. Et donc, entre autres, nos laitiers, qui sont des coproduits de l'acier, nous les utilisons pour les transformer en ciment. Et donc un ciment bas carbone, puisque c'est un ciment qui, à la place d'utiliser des ressources de carrière, donc utilise les coproduits. Et donc c'est toujours dans cette vision d'économie circulaire que nous allons nous transformer pour continuer à produire de l'acier. Alors, je pense que vous le savez, ArcelorMittal donc, a annoncé que la neutralité carbone en 2050, et nous allons donc faire un premier pas par des actions très concrètes de moins 30% en 2030. Et nous sommes passés donc dans une phase qui était une phase de recherche des 10 dernières années à maintenant des actions concrètes. Pour ça, nous avons donc 3 projets. Le premier projet, c'est d'augmenter le recyclage de l'acier usagé. Donc c'est l'acier qui revient des déchetteries, qui revient des incinérateurs. Et nous allons passer de 1 million de tonnes d'acier recyclé sur le site d'ArcelorMittal Dunkerque à 2 millions de tonnes d'acier recyclé. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire en 2021. Et la transformation sera finie là-dessus donc en 2022, ce qui nous permettra de réduire de 8% nos émissions de CO2 dès 2022. L'installation industrielle est là, elle est aujourd'hui en cours de construction. Et c'est ce que j'appellerais donc le premier projet, ce qu'est la circularité du fer. Le deuxième projet, c'est aussi un projet de recyclage, mais c'est recycler l'halo gaz sidérurgique. Donc nos gaz sidérurgiques, ils sont riches en hydrogène. Ils sont riches aussi en ce que j'appellerais carbone gazeux, hein, sous forme de CO. Et nous allons recycler ces gaz sidérurgiques dans les hauts fourneaux, en lieu et place du carbone fossile. Et ça nous permettra de réduire de 17% nos émissions de CO2. Et là, aujourd'hui, nous sommes en cours de construction d'un pilote industriel, d'un démonstrateur industriel sur le site de Dunkerque. Ça sera d'ailleurs une première mondiale. Et dès que le démonstrateur industriel sera opérationnel, nous transformerons nos fourneaux, ce qui nous permettra d'atteindre cette réduction de 17% de nos émissions de CO2. C'est donc ce que j'appellerais la circularité du carbone. Et la troisième voie qui est en cours aussi, le troisième projet, c'est capturer le CO2 de nos installations, le capturer, le purifier, le liquéfier, et en faire donc une nouvelle ressource pour d'autres industriels qui le transformeront en nouveaux produits comme des carburants ou comme des polymères. Et puis stocker, parce qu'il y aura des excédents, en tout cas dans la première partie, stocker des excédents donc en mer du Nord dans des puits prévus à cet effet. Et ça nous permettra de réduire, là encore, 8% de nos émissions de CO2. Et donc si vous faites le compte, 8% plus 17% plus 8, on arrive à 33%, donc on arrive bien à nos 30%. Et c'est par l'économie circulaire que nous arrivons à cet objectif, en économisant plus de ressources, comme ça a été dit. Donc c'est pas vraiment la course en avant, non, au contraire, c'est en économisant des ressources, en utilisant les ressources, en les utilisant par une économie circulaire. Une petite question complémentaire. Vous annonciez neutralité carbone à 2050. Là, vous faites un calcul qui arrive à 30% d'économie, donc il y a encore 70% à faire. Il y a effectivement encore 70% à faire. Je fais l'hypothèse que votre neutralité carbone, ce ne sera pas avec 70% de compensation? Non, bien sûr, tout à fait. Donc effectivement, 70% à faire. Donc effectivement, je vous ai parlé des projets qu'il y a effectivement sur l'usine de Dunkerque, mais on a d'autres projets qui sont implantés sur les autres sites sidérurgiques européens, qui seront aussi là des pilotes. Et en 2030, on fera le point et on choisira effectivement les meilleurs projets des différents sites, dont ceux
qui seront sur ArcelorMittal Dunkerque, mais ceux aussi qui sont installés par exemple en Allemagne avec l'hydrogène. Et c'est là qu'on choisira les autres procédés qui nous permettront d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Mais par contre, on a souhaité ne pas attendre d'avoir une vision complète de ce qu'il fallait faire, mais entrer et agir dès aujourd'hui pour réussir à faire nos moins 33% en 2030. Il faut agir, et on est d'accord là-dessus aussi, avec mon collègue chercheur, on est d'accord aussi là-dessus. Il y a urgence, mais il faut agir. Il ne faut pas rester uniquement dans la parole, il faut agir. Et donc, on agit dès aujourd'hui pour le moins 33%. On a une question très spécifique, Jean-Marc. Oui, justement, dans votre domaine de compétences, le passage de 1 million de tonnes à 2 millions de tonnes d'acier de récupération représente quelle part de la production d'acier ? Donc, l'usine de Dunkerque a une capacité aujourd'hui de 7 millions de tonnes. Donc, aujourd'hui, on recycle 1 million de tonnes pour en fabriquer 7 millions de tonnes. Et donc, ça veut dire qu'à terme, on en recyclera 2 millions de tonnes pour continuer à en fabriquer 7 millions de tonnes. Là aussi, ce n'est pas une course en avant, c'est maintenir le niveau de production actuel. Et ça représente quoi par rapport à la production européenne d'acier ou par rapport à la consommation européenne d'acier? Parce que je crois qu'on importe encore beaucoup d'acier venant d'autres régions du monde, peut-être moins vertueuses. Oui, là, tout à fait. Là, ça sera peut-être un deuxième appel. Effectivement, aujourd'hui, donc en Europe, l'Europe importe énormément d'acier avec des régions qui sont beaucoup moins vertueuses au niveau de CO2, puisque aujourd'hui, l'ensemble des sidérurgies européens sont soumis au système des quotas de CO2 et donc sont obligés d'acheter une partie du CO2 sur le marché. Et aujourd'hui, les autres pays en dehors de l'Europe ne sont pas soumis à ces quotas et donc n'ont aucun impact CO2. Donc là, effectivement, on en appelle depuis déjà de nombreuses années, et j'espère que ça va se transformer dès cette année, à la mise en place au niveau de l'européen d'un mécanisme inclusion carbone qui permettra d'avoir une concurrence équitable, c'est tout ce qu'on veut, une concurrence équitable entre l'acier étranger et l'acier européen. Et le marché européen de l'acier, enfin la consommation d'acier en Europe, c'est combien de milliers de tonnes, de millions de tonnes? 2 millions de tonnes, je pense. Ouais. On va dire, allez, 200 millions de tonnes. 200 millions de tonnes, d'accord. Donc pour répondre à l'intervention de monsieur, les 2 millions de tonnes recyclées sont encore... non, mais c'est 2 millions de tonnes sur 7 millions de tonnes. Parce que pour votre site. Pour notre site. Oui. Donc les autres sites vont s'engager aussi dans ces transformations. Donc 200 millions de tonnes de marché européen. Voilà, donc il faut bien dire 2 sur 7 plutôt que... Oui, tout à fait. On va se tourner vers Emmanuel Dron, directeur général de Pocheco. Vous dirigez une entreprise qui, au départ, fait des enveloppes, secteur fortement questionné par le développement du numérique notamment. Et vous avez assez tôt lancé ce concept original d'écolonomie, avec l'ambition d'allier écologie et économie pour entreprendre sans détruire. Je reprends vos propres déclarations. Quand vous entendez ce que nous disait tout à l'heure Diego Landivar, est-ce que vous considérez que vous êtes, vous déjà un petit peu dans cette démarche de questionnement des futurs obsolètes et que vous avez un peu anticipé cette réflexion ou vous avez fait de l'adaptation face aux contraintes auxquelles vous étiez soumis? Merci beaucoup de me recevoir d'abord et pardon d'être à distance aujourd'hui. Ce que disait Diego Landivar tout à l'heure, je crois, appelle d'abord à beaucoup d'humilité. J'ai pas de réponse toute faite. Ça fait 25 ans qu'avec mes collègues, on essaye d'imaginer une entreprise qui soit zéro déchet. Pour entreprendre sans détruire, qui n'est pas qu'une déclaration, c'est pas déclaratif, c'est chez nous le reflet d'actes du quotidien depuis 25 ans, des procédures extrêmement précises. On a chez nous tout changé pour pouvoir essayer de faire que les rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC, deviennent notre feuille de route. Et chaque rapport nous apporte, les scientifiques réunis au GIEC nous apportent des réponses et des solutions, en tout cas des suggestions, des pistes qui sont des directions qu'il faut prendre. Je serais assez clair sur le fait qu'on n'a jamais l'impression de faire assez. Et notre marché est en effondrement. Vous l'avez dit, le numérique qui prétend raser gratis, le numérique
ça laisse pas de déchets, ça consomme pas d'énergie. La preuve, on fait du cloud computing, hein, on travaille dans les nuages. Et on appelle ça la dématérialisation. Donc c'est bien clair dans les mots, hein, il n'y a pas de matériel pour faire le numérique. Et nous, on fait des enveloppes. Et ces enveloppes, en fait, elles ont permis de planter 2,5 millions d'arbres en Europe, dans le respect de la biodiversité des espèces, pendant qu'on en coupait 200 000 pour faire le papier qui nous servait à fabriquer nos enveloppes. On s'est inspiré, en fait, de manière extrêmement pragmatique, de la problématique environnementale qui date pas d'hier matin ou d'aujourd'hui. Je suis très étonné de voir l'étonnement d'un certain nombre d'entreprises, d'une grande majorité d'entreprises, qui se demandent aujourd'hui, qui tout d'un coup surgissent en se disant bon, il faudrait qu'on réduise nos émissions de CO2. Mais le problème est posé depuis longtemps. Le GIEC nous le dit depuis. Il me semble qu'un premier rapport a été publié en 1985. Et il y avait déjà des écologistes pour nous alerter des excès de notre système. Donc c'est tout le modèle en fait qu'il faut revoir. Et ça, aucun être humain sur la planète ne va pouvoir le faire tout seul, ne va pouvoir le décréter. Et donc chez Pocheco, notre conviction, c'est que en fait, ce sont les salariés, évidemment avec l'autorisation de leurs états-majors, mais ce sont les salariés, c'est les gens qui sont quand ils franchissent la porte de l'entreprise, toujours des citoyennes et des citoyens concernés par la situation globale que les scientifiques nous décrivent, qui vont changer les choses. C'est comme ça que dans notre équipe, les collègues ont tout changé. Ils ont changé les encres. On avait des encres polluantes à base de solvants toxiques et on les a changées contre des encres à base d'eau et de pigments naturels. On utilisait parfois des fenêtres pour nos enveloppes en plastique, on les a passées en papier, ce qui nous a permis aussi de changer les colles, qui sont devenues des colles végétales, parce que c'est plus facile de coller du papier sur du papier que du plastique sur du papier. Et aujourd'hui, 25 ans après avoir commencé cette démarche progressive et continuelle, on est une usine zéro déchet, c'est un fait. Nos déchets sont des ressources pour les autres parce qu'ils viennent de matières nobles, de matières premières qu'on peut ensuite réutiliser. Tous nos produits sont parfaitement biodégradables, pas seulement recyclables, biodégradables. Mais nous sommes aussi une usine qui est zéro fossile. On a coupé le gaz et on n'a pas de pétrole. Et zéro fissile. On n'est pas relié au système électronucléaire français. On produit notre énergie nous-mêmes, avec des panneaux photovoltaïques qu'on n'a pas été achetés en Chine, mais plutôt en Allemagne, parce que c'était plus près et que c'était plus logique selon nos raisonnements. En gros, l'économie, c'est considérer qu'il est plus économique de travailler de façon écologique que de ne pas le faire. Mais c'est surtout une préoccupation du quotidien pour une équipe, quelle que soit sa taille. Dans les entreprises énormes où il y a 100 000 salariés ou plus partout dans le monde, mais il y a toujours des sous-équipes de 10, de 20, de 60 personnes qui peuvent prendre en main la transition économique dans laquelle on se trouve. C'est pas qu'une transition écologique, c'est aussi une transition économique. Donc, le découragement peut parfois nous atteindre, mais il est clair qu'on a une responsabilité vis-à-vis des générations à venir de rétablir un équilibre que nous avons avec les générations qui nous ont précédés et depuis plus ou moins 150 ans, considérablement bousculé. Et donc notre responsabilité, qui est aussi le moteur de nos actions au quotidien. Alors nous, Pocheco, on représente rien du tout. C'est rien du tout. C'est juste un échantillon microscopique d'une petite équipe, d'une centaine de personnes, qui dans son quotidien a réussi un certain nombre de paris qui ont été au fruit de beaucoup de changements. Il a fallu que l'on accepte l'idée, cette agilité du mouvement permanent, en s'inspirant toujours de ce que nous recommandent les scientifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas, à nous tout seuls, capables de définir de manière parfaitement définitive les clés de l'avenir. En revanche, on est suffisamment engagé pour pouvoir mobiliser notre intelligence collective autour de solutions qui sont non destructrices. C'est pour ça qu'on parle d'entreprendre sans détruire. C'est parce que le concept qui a été développé par Schumpeter dans les années 50 de la destruction créatrice, qui est le ferment du capitalisme actuel,
eh bien, nous proposons plutôt de nous orienter vers la transformation créatrice. Mais c'est à condition, bien sûr, qu'on s'y mette toutes et tous. Il y a une réalité aujourd'hui qui nous dépasse et il faut aller vite. Alors, on a créé un bureau d'études ouvert. Oui, parce que vous êtes une petite qui, entreprise, avec mais une- vous avez cherché aussi à essaimer sur la base de vos expériences. Mais c'est pas seulement chercher à le faire, c'est que ça fait 25 ans qu'on nous demande de le faire. Ça fait 25 ans qu'on vient nous chercher parce que nous avons agi la transition. Vous savez, entre les chercheurs qui cherchent et qui nous proposent des solutions et les grands discours, il y a toute une phase qui est largement ignorée aujourd'hui, mais qui doit être accélérée très fortement, qui sont les axes des actions, des actes. Et avec le bureau d'études, avec Elodie Pia et toute son équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entreprises dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est particulièrement la mobilisation collective qui fonctionne. Nous, on essaye de porter des solutions qui ont fonctionné pour nous. On ne dit pas que ça va résoudre tout le problème, on dit simplement qu'on ne peut pas rester terrorisé par la gravité de la situation sans bouger. On peut pas faire le statu quo, si vous voulez. Donc, au quotidien, il faut qu'on puisse intervenir dans nos actes pour que ça ait des conséquences à terme, parce qu'on sera plus nombreux à le faire. Alors, je termine là-dessus, mais il y a 5 ans encore, on faisait de l'économie et Pocheco s'engageait dans l'économie depuis plus de 20 ans déjà, et on commençait à s'intéresser à notre travail. On s'est intéressé à nous, par les bouquins qu'on a produits, le film Demain aussi, le documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion, qui a eu un certain succès, et on nous a vus un peu partout dans le monde. Donc on est beaucoup venus nous voir, et surtout, depuis 5 ans, il y a plus de 200 entreprises dont un certain nombre de multinationales, qui ont fait appel à nos services. Et c'est par la mobilisation collective de leurs équipes que nous avons réussi déjà à mettre en œuvre cette économie dans plus de 200 entreprises. Je vais vous donner un exemple. On reviendra peut-être... il y avait une usine... Pardon, je vais vous couper, Hein Emmanuel, parce qu'on reviendra peut-être sur ces exemples dans la suite de nos échanges. Je voudrais me tourner maintenant vers Virginie Renaud-Crédos, donc de la région Hauts-de-France. La troisième révolution industrielle, titre tout à fait évocateur. Est-ce que on peut considérer que c'est une invitation faite à renoncer au futur obsolète, ou on est plutôt dans une logique de transition conciliante, telle que l'évoquait Diego Landivar tout à l'heure? Je pense que c'est une réponse, en tout cas, et qui comprend plusieurs transitions. Enfin, on est dans les transitions, mais il y en a plusieurs. Et c'est pas la voie ou l'unique voie, bien évidemment. C'est un modèle de transition au pluriel, ça c'est évident. Mais elle nous offre pas que de la technologie, de la technique ou de l'innovation. Elle offre, et c'est ça peut-être son atout principal, elle offre une vision, un récit, un chemin, des méthodes, qui fait que un modèle, mais qu'on peut appliquer et qui peut se transformer, et c'est le cas en région depuis 2013, comme une dynamique qui permet d'embarquer les acteurs, et tous les acteurs, et c'est ça aussi l'intérêt, c'est le monde économique, c'est le monde académique, c'est les politiques, les collectivités, c'est les citoyens qu'on embarque dans un nouvel espoir aussi. Quand on dit troisième révolution industrielle, alors c'est pas que l'industrie, certes ça l'est, mais c'est vraiment les changements des modes de consommation, des modes de production, et tout le monde doit être embarqué. Donc c'est une manière pour une région d'avoir un cap et donner un peu le cap à tous et à tous ces mondes qui doivent travailler ensemble d'ailleurs. Et quels sont les dispositifs que vous mettez en place justement pour accélérer ces mutations? Donc on comprend bien que c'est une sorte de récit, un creuset qui permet aux acteurs de s'impliquer. J'imagine que des gens comme ArcelorMittal sont partie intégrante de ce processus. Mais quel dispositif pratique vous mettez en place pour accélérer la prise en compte de ces enjeux? Alors c'est pas des dispositifs en tant que tels, ce sont à la fois une animation. Alors ça a commencé par la sensibilisation, parce que vous imaginez bien en 2013, c'était pas encore, tout le monde n'était pas convaincu. Aujourd'hui, c'est plus facile, c'est vrai. Mais donc c'est de la sensibilisation, c'est l'appropriation par chacun. On cherche l'engagement, et après c'est le collectif. Et je l'ai entendu plusieurs fois là dans les interventions. Le collectif avec l'ensemble des parties prenantes qui se mettent autour de la table en disant on a un problème,
pour finir, c'est le même, et on doit le résoudre ensemble. C'est ça qui fait la force du collectif. On le retrouve très nettement dans la troisième révolution industrielle ou Rêve 3. C'est l'exemplarité, c'est la démonstration qui permet après de démultiplier. Donc après, on a en effet des dispositifs ou des outils, je dirais plutôt. Ça va être des outils d'ingénierie, d'accompagnement des entreprises, des collectivités. On va avoir des outils financiers dédiés, comme le CAP 3 RI, qui est là un fonds d'investissement dédié, créé en région, c'est des fonds publics et privés, et qui investissent dans les entreprises qui se développent vers la troisième révolution industrielle, enfin, sur les transitions énergétiques, écologiques, numériques et tout ce qui est économie circulaire aussi. Donc on va chercher autant que de besoin. Enfin, on a tous les outils qui, pour le développement économique, par exemple, de la région, eh bien, évidemment, sont à disposition de toutes les entreprises et celles qui font de la transition. On a des outils sur l'innovation aussi. Et après, quelques outils particuliers dédiés pour celle-là, avec l'ingénierie et cet accompagnement qui aide, parce que ça ne se fait pas en quelques mois. Et en effet, les entreprises ont besoin de se sentir, je dirais, pas soutenues, mais ils sont bien dans un environnement favorable à ça. Oui. Je pense que c'est important. Alors, avant de demander à Diego Landivar de réagir à ce que vous avez entendu, je voudrais que on invite les auditeurs à répondre à notre premier sondage, dans lequel nous vous demandons si, au regard des enjeux écologiques actuels, les transformations engagées par les entreprises de votre territoire vous semblent soit pas du tout à la hauteur, soit une contribution encore très timide, soit un mouvement qui commence à transformer votre territoire, soit un processus très encourageant qui s'accélère. C'est un peu de doser ce niveau de perception des transformations qui sont à l'œuvre. Et puis bien sûr, on viendra très très vite vers vous en vous présentant les résultats de ce sondage. Donc n'hésitez pas à contribuer. Diego Landivar, on a eu des exemples, des processus, des approches un peu différentes. Est-ce que on est un peu dans le sens de ce que vous préconisez, ou on en est encore très très loin? Dans tous les cas, en fait, je pense que ce sont des démarches qui ne sont pas forcément concurrentes à ce niveau-là. Le problème, c'est que tous les efforts de transition écologique qui agissent sur les moyens énergétiques, par exemple récupération de chaleur fatale, enfin économie circulaire, etc. Tous ces modèles sont intéressants, mais je pense qu'ils ne sont pas suffisants à l'échelle planétaire. Je vais expliquer pourquoi, en essayant de ne pas être trop exhaustif sur les arguments. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, la plupart du temps, agissent essentiellement sur des domaines d'activité qui ne sont pas forcément les plus stratégiques pour leur entreprise. Dans la mesure où, effectivement, par exemple, dans le cas de l'acier, mais ça peut être aussi dans le cas du pétrole ou ailleurs, la transition, elle se fait d'abord sur des projets d'économie d'énergie, etc. Le constat est qu'aujourd'hui, les études qui sont faites sur une mesure de combien durerait la transition écologique au rythme actuel, c'est-à-dire au rythme de cette transition énergétique, transformation qu'on observe, voilà, exactement, durait à peu près 400 ans. Et 400 ans, ce n'est pas les 30 ans de rapidité qu'exige par exemple le GIEC ou d'autres organisations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement l'enjeu du CO2. Souvent, on est concentré, obnubilé par cette question du CO2. Et aujourd'hui, le CO2 est devenu une ingénierie du pilotage que les organisations, les entreprises ont plus de facilité à opérer, parce que voilà, c'est de l'ingénierie. Donc, il y a des instruments de pilotage. On peut montrer la performance que l'on fait là-dessus. Par exemple, mais par contre, si on met les entreprises face aux limites planétaires dans leur diversité, l'effondrement des écosystèmes, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué à ce que les entreprises fassent des réalisations concrètes à ce niveau-là. Donc moi, je ne veux pas paraître ultra critique vis-à-vis de ces efforts-là qui sont absolument essentiels dans tous les cas. Et tous les efforts sont nécessaires et absolument nécessaires. Mais à l'échelle planétaire, en fait, même il y a eu des travaux très intéressants qui ont démontré que même si tous les acteurs isolément faisaient des économies d'énergie, etc., ça ne suffisait pas. Pourquoi ? Parce que toutes les organisations, les entreprises sont insérées dans des chaînes de valeur
Et ces chaînes de valeur sont très compliquées à gérer. Il n'y a personne finalement qui les gère. Un exemple très simple, c'est que si par exemple on transitionne dans une entreprise qui fabrique de l'acier, du métal, peu importe, et que par ailleurs tout le secteur, ça, la demande, les fournisseurs, etc., ne sont pas dans cette même dynamique, bah, au final, il ne va pas transformer de manière forte et concrète la chaîne de valeur dans son ensemble. Ensuite, il y a ces questions que les économistes aujourd'hui de l'environnement placent beaucoup sur le débat, sur la question des effets rebonds. C'est-à-dire que tous les efforts, par exemple sur le smartphone, c'est très concret, ou sur la 5G. La grande promesse de la 5G, c'est de faire des économies d'énergie quand même. Le problème, c'est qu'en faisant ces économies d'énergie, on libère des usages beaucoup plus importants, et donc la quantité d'énergie consommée au final, elle est beaucoup plus importante que les économies. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une obsession de travailler sur la qualité, sur les économies d'énergie, sur les moyens, et jamais toucher la question des quantités. C'est-à-dire changer la focale en quelque sorte. Ce que vous dites, c'est qu'il faudrait observer ces processus avec dans leur globalité, dans la globalité de leurs impacts. Voilà, moi j'ai parlé avec, parce que effectivement, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut être dans le concret, il faut être dans l'action. Nous, notre démarche d'enquête, elle part de l'activité des entreprises. Un patron d'une grande industrie laitière aujourd'hui en France nous a dit en interview très secrète, entre guillemets, nous a dit que lui, il était prêt à penser le démantèlement de son entreprise à l'échelle mondiale en coopérative locale, c'est-à-dire où le lait remonterait des territoires et se redistribuerait en territoire. Alors par contre, il continuait à être dans une dynamique de réflexion d'un capitalisme très élargi, c'est-à-dire c'est malgré tout un board stratégique qui gouvernerait ces coopératives, mais malgré tout, ces coopératives seraient... Donc il y a aujourd'hui, dans l'intimité, encore une fois, il y a quelques patrons, quelques grands managers qui commencent à réfléchir à ces renoncements sur les grandes échelles, sur les domaines réservés des entreprises, et pas simplement sur les efforts en termes de moyens énergétiques ou de voilà. Est-ce que c'est Virginie, est-ce que c'est des sujets évoqués comme cela qui émergent dans les discussions que vous pouvez avoir avec la collectivité des entreprises et des acteurs territoriaux à l'échelle de la région, embarqués dans cette révolution depuis quelques années maintenant? Oui, tout à fait. En fait, on démarre, comme je disais, avec ce modèle qui est plutôt technique ou technologique, mais ce qu'on a fait en région, c'est qu'en fait, on a adapté. On s'est dit, bon, chez nous, concrètement, comment on peut l'aborder, et on fait avec notre histoire aussi très industrielle, et on contextualise en fait à la région et au territoire. Et évidemment, en plus de ces transitions technologiques ou écologiques ou de modèles, on a toute la question de la gouvernance, toute la question de l'ancrage territorial des entreprises. Elle vient. Alors, elle vient peut-être pas en premier quand on discute avec les entreprises qui cherchent à changer. Ils sentent bien qu'il faut se transformer. On va rentrer par de l'efficacité énergétique, on va rentrer par du process, on va rentrer par un sujet assez technique. Mais aujourd'hui, et nous, c'est notre boulot aussi, c'est d'ouvrir justement sur ces autres questions. Et je peux dire qu'avec ces quelques années de recul, maintenant, on y est, et ces questions de gouvernance sont intégrées entre la gouvernance, je dirais, ou les modes de faire en interne, en entreprise, mais aussi à l'extérieur. L'entreprise comprend qu'elle n'est pas seule dans sa chaîne de valeur, certes, mais elle est sur un territoire et qu'elle fait avec aussi les... Enfin, on va venir sur cette question de l'ancrage territorial. Peut-être Jean-Marc, les résultats du petit sondage que nous avons demandé à nos auditeurs. Oui, alors je rappelle que la question posée était: les mutations que vous observez sur votre territoire sont-elles à la hauteur des enjeux? Et les résultats sont assez tranchés, sans appel, puisque pour 50% des réponses, il s'agit d'une contribution encore très timide. Pour presque 33% des personnes qui ont répondu, les transformations ne sont pas du tout à la hauteur. Il reste 12% à peu près pour un mouvement qui commence à transformer mon territoire, et une petite minorité qui pense que c'est un processus très encourageant et qui s'accélère avec la crise sanitaire.
Dominique Père, ça vous fait réagir, cette perception qu'ont les participants de cette difficulté de la transformation des entreprises, en tout cas le fait que ça ne soit pas vraiment visible et pas vraiment crédible aujourd'hui? Que ça soit pas encore vraiment très visible, effectivement. Je pense que tout à l'heure, je parlais de quelque chose qu'on était en train d'installer en 2021 sur le territoire dunkerquois, puisque là, je parlerai que du territoire dunkerquois, et de démonstrateurs industriels. Donc, je peux comprendre que ça soit encore du timide. Mais je pense que l'accélération, elle est là. Elle est effectivement, il y a beaucoup d'aliments de planète qui sont en cours actuellement entre les politiques, les industriels, les territoires. Et donc, je pense qu'effectivement, on le verra. Et je pense que ce sondage, dans 6 mois ou dans 1 an, on le verra. Je pense, il faudra reposer la même question, je pense, dans 1 an aux assises européennes pour voir un bouleversement de ce sondage. Et on voit que les répondants sont à la fois des collectivités et des autres acteurs. Donc, on peut penser qu'il y a des entreprises, des acteurs qui accompagnent ces entreprises ou ces territoires. Dominique Druon, dans votre pratique, dans votre expérience et dans le processus de transformation que vous avez conduit, quelle relation vous avez avec le territoire sur lequel vous êtes implanté? Est-ce que vous avez construit une coopération particulière qui a permis d'optimiser cette transformation? Alors d'abord, je m'appelle Emmanuel, si vous le Pardon. permettez. Excusez-moi. Je ne connais pas Druon. Comment je vous ai, je ne sais plus comment je vous ai appelé, pardon. Moi, je voudrais vous dire que par rapport au... J'ai deux choses à vous dire, je vais vous répondre sur les collectivités. Par rapport au sondage dont vous venez de parler, c'est la symptomatique, en fait. Systématiquement, on est dans le rejet de la responsabilité du changement vers l'autre. Alors, quand c'est pas le politique, c'est le patron, c'est l'autre. C'est pas moi qui change. Ce qui sera un changement majeur et qui aura des effets rapides, c'est si on arrive à réapproprier le changement et que chacune et chacun d'entre nous, citoyennes et citoyens, on soit en mesure de se saisir du changement. C'est très difficile pour les représentants publics de prendre des décisions à la place de nous tous. Bien sûr, il y a des réglementations, elles existent et elles sont en évolution permanente. Elles jouent leur rôle, mais ça ne va pas assez vite. Le seul moyen de faire en sorte que le changement advienne, et à condition qu'il soit clairement fléché et éclairé par les scientifiques qui nous informent des faits, c'est que toutes les citoyennes et tous les citoyens, dans leur quotidien, au travail et à la maison, changent un grand nombre de leurs habitudes. Vous ne ferez pas changer le monde avec ArcelorMittal, qui n'est pas une démocratie, mais qui est un système financier mondial et qui n'a jamais été élu par le peuple. Vous ne ferez pas changer le monde par Pocheco, qui est une entreprise de 100 personnes dans un territoire microscopique et qui n'a d'effet que sur 300 familles en direct. Vous ferez changer le monde parce que les informations que nous aurons transmises à nos collègues, à nos contemporains, nous permettront de nous saisir du changement. Alors, de ce point de vue-là, est-ce que Pocheco est intégré dans son territoire? Bien sûr que oui. Nous cherchons avec mes collègues tous les contacts possibles. On reçoit sur notre petit site, dans notre petite entreprise, 3000 hors crise climatique, hors crise sanitaire, lapsus révélateur, nous recevons 3000 visiteurs par an, et il y a beaucoup de collectivités qui font appel à nos techniciens pour les corridors de biodiversité. Il y a 235 000 sites industriels en France, on pourrait faire 235 000 corridors biodiversité. Mais avant toutes ces choses-là, il faudrait déjà, et j'ai publié une tribune dans l'IB il y a quelques mois, pour dire, si on cherche de l'emploi, dans nos 235 000 sites industriels, il pourrait déjà y avoir 235 000 techniciennes et techniciens de l'analyse du cycle de vie, par exemple. Parce qu'en fait, et c'était le deuxième point sur lequel je voulais réagir,
J'insiste lourdement sur le fait qu'il nous faut de l'information précise et objective. Et l'analyse du cycle de vie est une des méthodes, et la méthode, si on l'applique sérieusement, qui nous permet de ne pas nous mentir à nous-mêmes. Parce qu'on voit bien que si on demande juste au patron de donner un avis, on sait de quel patron on nous parlait tout à l'heure à propos de cette grande entreprise laitière, mais il va d'abord falloir qu'il convainque ses actionnaires. Et ça va être très compliqué. Et on sait aujourd'hui de l'intérieur dans cette entreprise, c'est très difficile. Ils sont, comme toutes les grandes multinationales, confrontés à une difficulté majeure, qui est la réappropriation, et qui peut être résolue par la réappropriation par le peuple, par les citoyennes et les citoyens de la problématique. Et pour ça, il faut qu'on donne aux citoyennes et aux citoyens des informations justes, et ensuite, il faut aussi qu'on montre l'exemple. Il n'y a aucun doute là-dessus, et les collectivités sont toutes en train d'y travailler fortement. Je voyais tous les films que vous diffusiez sur la communauté de Dunkerque, par exemple. Eh bien, on voit bien que beaucoup de gens sont à l'œuvre pour montrer l'exemple. Mais on entend aussi que ça ne va pas du tout assez vite. Et le seul moyen d'accélérer tout ça, c'est de rendre aux citoyennes et aux citoyens leur capacité d'agir. Merci Emmanuel Druon de ce commentaire. Dominique Père, vous avez été mentionné à l'instant sur la nature de la relation avec la communauté urbaine de Dunkerque. Est-ce que le site d'Arcelor Dunkerque est une exception du fait du bassin très particulier, ou est-ce qu'en règle générale, ce que vous observez dans le groupe, c'est cette volonté justement de travailler plus étroitement avec le territoire en règle générale? Effectivement, tout à l'heure, donc Diego Landivar disait qu'il fallait qu'effectivement que les fournisseurs travaillent dans la même dynamique. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je vais reprendre sur le cas de Dunkerque, et je pourrais effectivement dire que ça se passe aussi sur d'autres territoires. La transformation d'ArcelorMittal sur Dunkerque, elle est gigantesque, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et ça ne peut pas se faire tout seul, ça doit être aussi une transformation du territoire. Il y a, en début 2019, on avait rencontré Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, pour leur montrer les problématiques CO2 du territoire. Et suite à ça, nous avons créé sur le territoire dunkerquois un collectif qui porte bien son nom, le collectif CO2 Industrie. Ce collectif, en 2019, a écrit un manifeste qui demandait à l'État et à l'Europe un soutien de la transformation énergétique du territoire dunkerquois. Et il organisait aussi, en 2020, une journée européenne territoire, CO2 et industrie. Ce collectif, en plus de ça, il a écrit sa feuille de route de la transformation CO2 du territoire. Ce collectif, il intègre effectivement la CUD, il intègre la région, il intègre l'ADEME, il intègre le port, parce qu'effectivement, c'est un acteur incontournable pour cette transformation. Et dans cette feuille de route du CO2 sont décrits non seulement le projet de toutes les industries qui sont dans ce collectif, mais aussi sont décrits les infrastructures qui seront nécessaires à la transformation du territoire. C'est-à-dire un hub CO2 sur lequel viendront s'implanter les entreprises qui transformeront le CO2 en nouvelles ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui exporteront les excédents via un appontement prévu à cet effet au niveau du port, les infrastructures qui permettront de capter le CO2 et le transporter par pipe vers le hub, ou via des liaisons ferroviaires qui viendront donc des autres entreprises de la région Hauts-de-France. Donc voilà, c'était vraiment une transformation. Donc ça marche. Donc ça marche. Enfin, ça marche. Pour l'instant, on n'est que dans l'écriture. Oui. Pour que ça marche, il va falloir réussir à transformer ce projet concrètement en réalité. Et là, on aura besoin vraiment de tout le monde. On aura besoin effectivement de l'Europe. On aura besoin de la France, on aura besoin de la région de France. J'ai pas d'inquiétude avec Virginie à côté de moi. Mais là, il y a un rôle d'architecte des pouvoirs publics qui est essentiel. Les entreprises, elles sont prêtes à s'en transformer, mais il faut aussi qu'il y ait un rôle d'architecte des pouvoirs publics pour
réunir toutes ces transformations en une transformation commune. Et d'ailleurs, je dirais, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds de transition juste européen, qui était là justement pour accompagner la transformation de 2 territoires en France, donc le territoire du nord de la France, essentiellement le Dunkerquois. Et il faut qu'effectivement, ce fonds de transition juste serve à la transformation de territoires. Dunkerque est prêt à relever le défi avec tous les acteurs, les industriels, la communauté urbaine avec Patrice Vergrit, l'ADEME, la région. Et il faut vraiment qu'on passe de ce projet à du concret là aussi. Et on est prêt à jouer sur Dunkerque un rôle de pilote de la transformation énergétique. Fonds de transition juste, d'ailleurs, qui a été évoqué par Philippe Lambert, ce que nous avions hier dans la table ronde sur le Green Deal, opportunité ou fausse promesse, table ronde que je pense que vous pouvez retrouver en ligne si vous ne l'avez pas suivi en direct hier. On va se tourner de nouveau vers les auditeurs pour leur demander de répondre à un deuxième sondage, puisqu'on vient de parler de cette interaction entre entreprises et collectivités. On serait intéressé de savoir comment vous voyez-vous, comment vous qualifiez-vous ces interactions entre entreprises et collectivités sur votre territoire. Donc, à vous sur le sondage, et puis on présentera très rapidement le résultat de ce deuxième sondage. Diego Landivar, la relation avec le territoire, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, indispensable, accélérateur ou qui complexifie considérablement les choses? Comment vous appréciez cette interaction entreprise-territoire pour faciliter, accélérer les mutations? La redirection, pardon. Oui, c'est une question centrale, effectivement. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne des territoires, des collectivités, des métropoles ou des villes qui essayent d'expérimenter ce nouveau paradigme de la redirection écologique. Vous avez déjà des collectivités qui vous sollicitent oui. sur ce sujet-là. Et donc, par exemple, voilà, on accompagne sur un diagnostic pour essayer de savoir comment on peut mettre en place un protocole de renoncement aux piscines individuelles dans des territoires qui sont soumis à des stress hydriques vraiment très critiques. On met en place des protocoles de renoncement sur des questions d'aéroports, par exemple, qui aujourd'hui sont là aussi au centre des discussions sur les questions écologiques. On travaille sur le renoncement au glyphosate, par exemple, etc., etc. En fait, ce que nous, on propose, c'est de réencastrer la question écologique, la question de la redirection écologique, dans des formes démocratiques. Et ça, c'est un point fondamental, il nous semble, parce que si vous ne prenez pas en compte le degré de dépendance des acteurs, des personnes, des individus, à des structures qui aujourd'hui sont extrêmement extractives, productives, etc., on va créer des problèmes économiques, des problèmes sociaux très importants. Et donc, nécessairement, la question des arbitrages écologiques que j'ai posés au début de la table ronde, c'est nécessairement une question politique. C'est pour ça que moi, j'alerte sur cet implicite de la transition écologique qui consiste à dire on est tous dans un univers coopératif où tout le monde est à peu près tire dans la même direction, tout le monde a la même bonne volonté. Je pense qu'il y a, si on veut passer à un autre niveau qui est celui de la redirection écologique, il va falloir assumer que des arbitrages politiques doivent être faits. Et ces arbitrages politiques, soit ils tombent d'en haut. Par exemple, on l'a vu, il y a pas très longtemps avec un certain nombre de maires écologistes qui ont dit voilà, il faut renoncer au Tour de France, il faut renoncer, par exemple, au sapin, etc. Et ça a créé un gros scandale. Et quand vous analysez pourquoi il y a eu un scandale populaire vis-à-vis de ça, vous comprenez qu'il y a une vraie légitimité dans cette révolte populaire, en fait, à ces questions-là. Parce que, tout simplement, qui décide de ce à quoi on tient, ce à quoi on peut renoncer? Ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui, si on prend au sérieux l'état climatique, biosystémique, etc., du globe. Et ensuite, à travers quels moyens on va sécuriser et dignifier la trajectoire des individus qui sont dépendants de ces structures auxquelles il faut renoncer. Par exemple, l'explosion des piscines individuelles est un vrai problème. Ça, concrètement, c'est un vrai problème écologique. Ça, tout le monde l'entend. Sauf que quand vous analysez derrière les piscines individuelles
tout le réseau d'acteurs qui dépend de ces piscines individuelles, ce micro-dossier dans la transition. Oui, oui. Vous comprenez qu'il y a des plombiers, vous avez des réparateurs, des importateurs, enfin toute une ribambelle d'acteurs qui sont attachés à cette Bien piscine évidemment. individuelle. Et donc, quand un territoire veut mettre en place une vraie redirection écologique, soit il impose, et là, les effets sociaux et démocratiques sont à attendre, soit il place cette question-là dans les mains des acteurs, et les acteurs font les arbitrages. Est-ce qu'on continue à avoir et des stades, et des piscines, et des gymnases, et des etc. dans une commune? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir choisir ce à quoi on tient, parce qu'on a des limites, on est aujourd'hui dans un univers contraint. Et si cette contrainte, elle ne repose pas sur le territoire, et qui plus est dans des protocoles démocratiques, nécessairement, on va faire cogner la démocratie et l'écologie, et ça va créer des énormes problèmes. Un petit peu ce qu'on a connu d'ailleurs avec, d'une certaine façon, la crise des Gilets jaunes, notamment. Où, oui, bien sûr, de... mais aussi révélateur de ces intérêts, oui. en fait, qui sont contradictoires. C'est-à-dire que, comme l'a dit le directeur de Pocheco, aujourd'hui, dans le capitalisme financiarisé, il n'y a pas que des intérêts convergents sur les questions écologiques. Et donc ça, il va falloir le clarifier aussi, et ça implique un certain nombre de rapports de force où les collectivités locales, et en général la force publique, va devoir choisir quels sont les intérêts qui, aujourd'hui, doivent être défendus plus que d'autres. Et ça, nécessairement, c'est politique. Alors, justement, cette relation entreprise-collectivité, Jean-Marc, le résultat de notre petit sondage? Alors, pour la majorité des internautes qui ont répondu, c'est-à-dire environ 42-43%, elle est en cours de développement, et même en plein développement pour 17%. D'ailleurs, on a trois réponses qui sont à peu près équivalentes, aux alentours de 17-18%, donc en plein développement pour 17%. Mais à l'inverse, très hésitante, car ces deux acteurs ne se connaissent pas, pour 18,6%. Limité aux subventions attendues de la collectivité pour 17%, et puis pour une minorité de 5,7%, à peu près inexistante. Donc plutôt quand même encourageant, en tout cas la perception, on voit que ce sujet de la coopération entreprise-territoire est plutôt quelque chose qui monte en puissance. Vous confirmez, Virginie, à partir de votre pratique dans les Hauts-de-France? Ah oui, c'est tout à fait vrai. On avait, nous, en région, quelques collectivités du fait de volonté du maire qui portait le sujet. Notamment Dunkerque. Oui, par exemple, Dunkerque qui était très en avance, mais à Los Angeles, Jean-François Caron, enfin voilà, des personnes qui étaient en avance, je dirais, sur les sujets. Et puis, à partir de 2018, on a mis en place, alors on a appelé ça un appel à manifestation d'intérêt. Ça montrait bien qu'il fallait que le territoire soit volontaire pour s'engager dans leur transformation, donc troisième révolution industrielle. Et très vite, enfin, il y a eu un engouement et on a là une vingtaine aujourd'hui de territoires engagés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement démonstrateurs, exemplaires de tout, mais en tout cas avaient déjà des actions, des projets en direction de transformation, de ces transitions écologiques, et qui voulaient faire plus et mieux et de manière plus large. Hein. Comme je le disais, très souvent, on arrive avec un sujet, je pense à la ville de Roubaix, qui est très reconnue sur l'économie circulaire, les déchets, et les citoyens qui sont très impliqués, mais qui, en plus de ça, s'est dit, bon, c'est déjà un très beau projet qui prend, on est vraiment reconnu, et vraiment dans la ville, la question des déchets a amené des ateliers citoyens, a amené une dynamique, une animation particulière sur ce sujet-là, et qui aujourd'hui s'étend. Donc, on rentre par un sujet, comme je disais tout à l'heure, dans une entreprise, elle va arriver avec son sujet plus d'efficacité énergétique ou de process, et ensuite, les collectivités, c'est pareil, elles vont arriver avec un sujet particulier, et on étend, nous, c'est aussi notre travail, on étend après sur les autres sphères. Donc là, à Roubaix, aujourd'hui, c'est les entreprises qui se mettent autour de la table sur ces sujets-là, et on aborde les autres. Et le citoyen est vraiment au cœur. Je vois la ville de Fourmies, qui est souvent citée aussi en exemple, et qui est territoire démonstrateur REV 3, eh bien, le maire actuel a été élu sur ce projet-là. Donc, il est arrivé en disant, c'est ça que je veux faire, et comment je veux transformer ma ville, c'est sur ces questions de transformation. Il a été élu sur le projet, et derrière, il fait. Et en effet, ce sont les actions ensuite exemplaires qui montrent le chemin, et qui montrent
Donc ces coopérations, elles sont génératrices de créativité et de mise en mouvement, accélératrices de transformation. Et C'est vraiment, une bonne chose. je suis vraiment d'accord avec vous sur la participation citoyenne. Oui. Qui a parfois été oubliée. Enfin, nous, au début, elle a été un petit peu oubliée parce que peut-être plus complexe à mettre en œuvre au départ, et parce que le biais très technique au début fait un peu peur et n'est pas très, très facile d'accès. Aujourd'hui, on sent très bien que ça prend bien à partir du moment où il y a ce citoyen qui peut être salarié en fonction du projet qu'on étudie, hein, qui peut être salarié là, qui peut être citoyen dans une ville, enfin voilà, dans une association, etc. Ouais. C'est vraiment important. Alors, dans les acteurs, et on a ici une table ronde où on a des représentants de l'industrie, des représentants des territoires et un représentant de la recherche, et on est interpellé directement sur le sujet, Jean-Marc. Quelqu'un qui trouve intéressant de voir que cette table ronde réactive le vieux clivage. La recherche pense, parle, mais n'agit pas, concrètement, contre les entreprises qui agissent. Alors les designers montrent que depuis plusieurs années, les deux peuvent avancer ensemble. Et enfin, une question, est-ce que les designers sont appelés à participer à vos actions ? Diego Landivard, une réaction à cela ? Alors oui, nous on a dans notre master stratégie et design pour l'anthropocène, effectivement le design est central parce qu'on pense que l'activité de design peut être déterminante pour penser cette redirection écologique. Mais pour revenir à la question qui est première, c'est-à-dire ce clivage recherche qui parle, qui fait des incantations et les entreprises, les managers qui agissent par exemple, moi je pense que c'est un clivage extrêmement dangereux et qui est complètement dépassé. Je veux dire, oui, bah absolument. Et je pense que, par exemple, un géomorphologue qui travaille sur l'effondrement des Alpes, qui mesure comment un glacier est en train de s'écrouler dans les Alpes, il n'y a rien de plus concret. C'est ça le monde. Alors qu'un théoricien managérial dans une entreprise qui pense que il va falloir faire une transition à ce niveau-là, peut-être aussi absolument dénué de tout pragmatisme. Donc je pense que c'est dangereux de continuer à penser que la recherche d'un côté parle et les praticiens de l'autre côté ou ceux qui sont dans les entreprises ou dans les organisations agissent eux. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas le contraire, c'est tout simplement que tout le monde est appelé à agir à tous les niveaux et qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans ces clichés-là. Un autre exemple que je donne souvent, c'est par exemple sur Emmanuel Bonnet, notre collègue qui travaille sur la question de l'effondrement au niveau des systèmes neigeux dans les montagnes de basse altitude, par exemple. On sait aujourd'hui que, par exemple, il y a deux paradigmes qui sont concurrents. Ceux qui consistent à dire que face à l'effondrement des systèmes neigeux, les pistes, il va falloir les maintenir coûte que coûte. Donc canaux à neige, neige artificielle, faire venir des réservoirs d'eau. Donc on force le possible. Et de l'autre côté, ceux qui disent il va falloir renoncer à cette activité-là et donc se mettre en ordre de marche pour stratégiquement qu'un territoire pense au-delà de ce paradigme-là. Donc là, qui est théoricien, qui n'est pas théoricien, est-ce que le théoricien c'est celui qui pense, qui gère sa station en pensant qu'il faut absolument que la neige soit là coûte que coûte, ou le chercheur qui lui dit non, il va falloir maintenant que tu penses ton territoire de manière différente parce que là il y a un vrai effondrement du monde concret qui se fait. Voilà, c'est des choses qui sont... le climat et l'écologie bouleversent ce partage et ce clivage qui est un cliché, en fait. Et avec un angle un petit peu différent, peut-être Emmanuel Drouon ou Dominique Père, c'est vrai, on dit souvent aussi que les chefs d'entreprise sont le nez dans le guidon parce que il y a la production, il y a la trésorerie, il y a tout ça, et n'ont pas forcément le temps ou le réflexe de prendre un peu de hauteur. Est-ce que justement ce challenge par des chercheurs peut pas être une façon aussi d'aider à penser 2 coups plus loin? Oui, mais enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec Diego Landivard. Il y a effectivement, il faut surtout pas avoir de clivage entre la recherche et l'entreprise. C'est ensemble qu'on travaillera et qu'on obtiendra les résultats. D'ailleurs, l'entreprise, enfin, je vois mon entreprise dispose d'un centre de recherche de plusieurs centaines de chercheurs sur d'autres sujets. Et c'est vraiment l'ensemble chercheurs et entreprises qui réussit à faire cette transformation. Donc il faut tout. Par contre, c'est quand même plutôt à l'entreprise d'agir concrètement en se nourrissant des travaux des chercheurs. Emmanuel Drouon, est-ce que dans votre processus, les chercheurs ont été importants pour accélérer votre mutation? Mais ils le sont toujours.
Nous, on a mis en place un système de dépollution des sols, par exemple, avec le CNRS de Nancy, la professeure Marie-Odile Simoneau et le professeur Guillaume Echevarria, qui contribuent au développement d'une technique qui s'appelle l'agromine et qui consiste à faire des plantes hyperaccumulatrices qui récupèrent les métaux lourds dans le sol. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on a beaucoup de métaux lourds sur le sol qui polluent nos terres et qui vont jusqu'à polluer les nappes phréatiques et qui donc empoisonnent à peu près tout le monde. Et donc les plantes hyperaccumulatrices, ils ont fait la démonstration de la capacité de ces plantes d'aller rechercher dans le sol les métaux lourds. On peut ensuite récupérer. Donc nous, on n'arrête pas. Je n'ai pas d'ailleurs... je m'inscris en faux par rapport à ce qu'a dit la personne, le témoignage qui a été porté tout à l'heure, c'est-à-dire, je n'ai pas arrêté de dire, au cas où c'était pas clair, que les scientifiques, j'ai parlé du GIEC, j'ai parlé de l'analyse du cycle de vie, je pense que les scientifiques sont avec nous et qu'en effet, il faut décloisonner, très clairement. J'ai aussi dit que les choses ne se feront pas entre dirigeants de collectivités et grands patrons de grandes multinationales. Si les choses devaient se faire entre dirigeants de collectivités et grandes multinationales, ça fait belle lurette que les bonnes décisions auraient été prises et qu'on y serait. Il n'y aurait pas un problème. Aujourd'hui, il y a un problème. Il faut qu'on arrive à le regarder en face. Pour ça, il nous faut des informations précises. Je pense que les scientifiques réunis au GIEC en particulier sont en mesure de nous orienter et d'orienter nos choix. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pour nous, à notre échelle, les rapports du GIEC étaient constitutifs de notre feuille de route industrielle. Nous avons tout changé. Et je crois que dans n'importe quelle entreprise, des petites équipes constituées peuvent progressivement tout changer. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est le fait de ne pas mobiliser l'ensemble des acteurs dans les entreprises. On ne peut pas s'en remettre aux patrons, on ne peut pas s'en remettre aux politiques. Il faut évidemment bien flécher, mais il faut mobiliser chacune et chacun. Si je vous dis ça, c'est parce que dans toutes les entreprises que mon bureau d'études accompagne, il y a des salariés et dans toutes les entreprises, il y a une quinzaine de pourcents d'engagés qui veulent le changement. Déjà à titre personnel, à la maison, ils sont au zéro déchet, ils ont changé des pratiques importantes, ils sont en train d'évoluer, ils s'informent sérieusement. Eh bien, ces 15%-là sont les personnes qui vont entraîner la majeure partie des indécis. Ça, c'est une des choses qu'on peut constater et qui est très encourageante. Ce que j'invite à faire, c'est donc à inciter et à décloisonner. Oui. Je crois qu'il faut qu'on accède à l'information scientifique, il faut qu'on écoute les scientifiques, il faut lire leurs livres, il faut lire leurs articles et travailler sur la base de ces données-là, parce que c'est fondamental pour ne pas se tromper de chemin, de disposer des informations les plus techniquement les plus fiables possibles. Oui, on entend que vous dites, et je pense que c'est important de le souligner, que l'objectivation des impacts, de l'effet des solutions, des tendances et tout ça est absolument essentiel pour crédibiliser les démarches, embarquer les gens, mobiliser les acteurs. Mais bien sûr, oui. Et surtout, mais bien entendu, et surtout, s'il vous plaît, qu'on arrête de se raconter des histoires à nous-mêmes. Tout à l'heure, M. Landivard a été très clair. Si on ne change rien, il faudra 400 ans. Et dans 400 ans, on sera cuit. Parce que dans 400 ans, si ça bouge en 400 ans, c'est 5 degrés de réchauffement climatique. C'est considérable. Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est aujourd'hui une mobilisation collective. C'est ça que je dis. Effectivement. Il y a plusieurs questions qui sont intéressantes, mais peut-être j'aurais voulu vous demander, Diego Landivard, est-ce que vous avez un exemple à nous donner? C'était une question qui était posée un peu plus tôt dans le fil. Est-ce que vous avez un exemple de redirection en cours, réussi, achevé, initié, quelque chose qui soit très parlant pour nos auditeurs? Oui, par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler avec un chef d'usine qui nous a sollicité pour un accompagnement que nous on appelle le design de coalition pour la redirection. Et donc, en fait, ce patron d'usine, il a un impératif qui vient des actionnaires, qui vient du board, et qui lui dit il va falloir que tu robotises toute la chaîne de production de l'usine. Et lui, avec ses collaborateurs, avec ses employés,
employés, ses ouvriers, ses opérateurs, ils ont essayé de voir dans quel horizon les emmener ce processus de robotisation. Et comme c'est un manager effondré, il est très au courant de ce qui se publie dans Science, dans Nature, dans les grands rapports, etc. Et donc, il a souhaité faire une coalition avec des chercheurs, avec des gens qui travaillent sur la question de la robotisation, de la durabilité, les questions de durabilité, d'impact social aussi de la robotisation. Et pour faire une proposition alternative ou... Pour rendre caduque le projet initial et aussi démontrer qu'il y a d'autres alternatives, y compris celle de continuer à opérer avec des transitions beaucoup plus adaptées en fait à la situation climatique et écologique. Et la deuxième chose qui est un peu plus au niveau institutionnel, nous on est en train de créer en ce moment même un désincubateur. Et donc le désincubateur, c'est une idée très simple, c'est dire qu'au même titre que les que les idées d'entrepreneuriat, d'innovation, aujourd'hui passent sous les fourches codines d'avocats fiscalistes, de comptables, etc., il faudrait faire passer tous les projets d'innovation, d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat sous les fourches codines des limites planétaires et de ses représentants, c'est-à-dire les chercheurs, les ingénieurs, les gens qui travaillent sur les questions des limites planétaires, les géomorphologues, les géologues, ceux qui travaillent sur le climat, etc. Et donc voir si le projet tient des promesses réelles ou pas. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une transition écologique qui est ex post, c'est-à-dire on fabrique des choses, on fait des projets, on lance des idées, on a le soutien de la BPI, on a le soutien des régions, c'est génial, incubateur, pôle de compétitivité, toute la ribambelle de choses qui vous poussent à créer des futurs, sans se poser de la question de l'obsolescence de ces futurs. Et ensuite, on rattrape le coup, on essaye de verdir. À part les modèles natifs et écologiques, comme celui de Pocheco, qui sont déjà nativement écologiques. Et ensuite, on se pose la question de l'écologie. Là, le désincubateur viendrait à la racine, en fait, indiquer ce qui est soutenable et ce qui n'est pas soutenable. Alors, bien évidemment, ce qui est compromettant, enfin, ce qui énerve beaucoup de patrons on va dire des 30 Glorieuses, c'est que ça va à l'encontre de l'esprit de l'entrepreneur qui ne doit surtout pas être contraint, qui doit être bichonné, qui doit être mis sous un cocon. L'incubation, la liberté le concept d'entreprendre. d'incubation, c'est ça. Donc là, c'est plutôt, et c'est pour ça qu'on y va un petit peu plus, un peu avec cette idée de chasseur de zombies, de technologie zombie, et le désincubateur est ce qui permettrait en fait de limiter la fabrication de ces futurs obsolètes. Ceci étant, on voit quelques entreprises qui commencent à configurer leur plan d'action en considérant les limites planétaires. Donc ça évolue petit à petit. Oui, et y compris leur comptabilité. Tous les travaux aujourd'hui sur la comptabilité triple capital, voilà, ce sont des initiatives absolument essentielles à ce niveau-là. Une question qui revient aussi souvent, et alors là, je ne sais pas à qui la poser, mais c'est comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer ces coopérations entre citoyens, entreprises, territoires, au profit justement de cette redirection absolument nécessaire. Virginie Reynaud, peut-être? En fait, on a notre exemple régional, donc c'est celui que je prends. Dont d'ailleurs vous disiez avec beaucoup d'honnêteté qu'au départ, vous n'aviez pas vraiment considéré la contribution citoyenne. Pas au centre au départ. On est plutôt parti, alors avec vraiment collectif, la recherche, notamment les entreprises, les collectivités, les politiques. Mais c'est vrai que la question citoyenne n'était pas centrale au début. Et petit à petit, le chemin faisant, on a bien compris qu'il fallait l'intégrer. Et aujourd'hui, c'est complètement dedans. Et donc, l'exemple, parce que je voyais cette question de comment on fait, l'exemple de ce qu'on a mis en place donc, ici, qui peut être repris, enfin, c'est les territoires démonstrateurs F3. On a sans un cadre précis, très carré, voilà, on a... en dehors de l'exemplarité de transition, on a mis aussi un peu la méthode en disant il faut absolument qu'une collectivité, qu'un territoire, d'ailleurs on n'a mis aucune définition un territoire, et il n'y a pas de minimum ou maximum temps de frontière administrative. Ah non, et de périmètre, etc. C'est
qui est volontaire sur le périmètre qu'il veut. Bon. Et s'il est volontaire, après, il y a bien un porteur, enfin, il faut bien quelqu'un qui soit leader, porteur, mais après, il va chercher justement la sphère économique, si c'est pas elle qui est porteuse, et il va chercher des citoyens et les intègre dans la réflexion. Ça fait partie quelque part du cahier des charges, même si, du cadre d'action, en disant vous pouvez pas tenir cette vision-là, ce projet seul. Il faut que ce soit avec votre territoire et tous les acteurs du territoire. Et ça fait partie intégrante, je dirais, de la démarche. Sinon, on considère que c'est pas valable, quoi. Donc ça se fait. Il y a des ateliers de co-design, il y a des ateliers. Enfin, ils intègrent après chacun à sa manière de faire, soit par le sujet, soit par la méthode. Mais les entreprises, le monde économique et les citoyens sont obligatoirement partie prenante. Les écoles, enfin, je veux dire, vraiment très largement doivent contribuer à la démarche. Et ça, c'est, je pense, un élément, comme vous dites, c'est important. Ouais. Oui, allez-y. Un tout petit mot là-dessus, puisqu'effectivement c'est important, nous, dans nos projets, ce qu'on a lancé, c'est une étude d'acceptabilité, et effectivement, donc on a un cabinet qui est en train de faire le tour de l'ensemble des acteurs du territoire, ce qui nous permettra de nous éclairer un petit peu de cette façon. Alors c'est peut-être une petite pierre à l'édifice, mais on a eu cette volonté de lancer une étude d'acceptabilité. Est-ce qu'on peut revenir juste à la question qui est juste en dessous de celle qui est sur notre écran de contrôle? Voilà, celle-là. Alors hier, ce qui a été dit vis-à-vis de la Convention citoyenne, c'est que lorsque les gens sont bien informés sur ce bouleversement climatique, ils ont envie qu'on aille plus vite. Comment faire pour que l'ensemble des citoyens soient aussi bien informés que les 150 de la Convention citoyenne? Faut-il faire des conventions citoyennes territoriales? Il y avait une autre question d'ailleurs qui parlait de formation, oui. Formation des citoyens. Faut-il faire des conventions citoyennes territoriales? Emmanuel Druon. Voilà, c'est là-dessus que je voulais intervenir. J'avais cet esprit, j'avais à l'esprit cette histoire de la Convention citoyenne qui me paraît absolument répondre à une grande partie de la problématique. Et je pense que cette Convention citoyenne, c'est ce qu'en ont décrit les acteurs assez précisément hier et dans les autres occasions, c'est qu'en fait, les citoyens qui étaient tirés au sort n'étaient pas convaincus tous par la situation et le sont devenus parce qu'ils ont écouté des experts, parce qu'on leur a donné de l'information. Et donc, l'impression qu'on a, la proposition qu'on fait, nous, c'est de dire il faut multiplier des conventions citoyennes dans tous les départements. Il faut sélectionner, tirer au sort des citoyennes et des citoyens dans tous les départements, dans toutes les villes, dans tous les villages, pour pouvoir mobiliser largement et informer largement. Parce qu'après, ça sera la méthode des ronds dans l'eau. Plus les gens vont être informés en capillarité dans le territoire, mieux on va s'en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse que j'essaye d'apporter depuis tout à l'heure, c'est il nous faut donner de l'information pour que les citoyennes et les citoyens puissent se saisir du problème eux-mêmes et que ça ne reste pas un problème exogène. C'est leur problème au quotidien et on va pouvoir le traiter grâce au collectif. Merci Emmanuel Druon. Alors on arrive vraiment au terme de notre débat, il nous reste 3 minutes. Ce que je voudrais peut-être, c'est vous donner la parole à chacun pour un petit mot pas tant de conclusion que d'interpellation de nos auditeurs. Le message que vous avez envie de faire passer pour accélérer les ruptures, les redirections dont on a besoin. Dominique Père. Je dirais qu'effectivement, la transformation d'ArcelorMittal, elle est en route avec concrètement 33% de réduction de CO2 dès 2030. C'est non seulement un projet d'entreprise, mais et des interrogations sur les 70% restants, on l'a vu dans le film, et donc je pense que vous aurez le temps dans les années qui viennent d'expliciter comment vous allez faire ces 70%. Tout à fait. C'est aussi un acteur majeur donc, de projet du territoire avec, autour du hub CO2 dunkerquois. Alors, les messages, c'est qu'on a vraiment besoin d'un soutien des pouvoirs publics nationaux et européens pour réussir cette transformation, qui est une transformation colossale. Elle a été chiffrée au niveau européen à plusieurs dizaines de milliards d'euros, parce que les industriels ne pourront pas l'assumer seuls. Et puis, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais un autre message, c'est sur, effectivement, l'acier, qui est un matériau essentiel de la souveraineté européenne.
Il n'a pas à être relocalisé. Il faut continuer à le produire en Europe dans des conditions environnementales du meilleur niveau mondial. Et pour ça, l'Europe doit assurer des conditions de concurrence équitables en mettant en place un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. Merci. Emmanuel Duruon, votre message en Moi, 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Je pense que l'argent public doit rester au public et que les grandes entreprises privées doivent faire leur transition en arrêtant de distribuer des dividendes et en gérant par eux-mêmes l'argent qu'ils ont accumulé depuis très longtemps. Et donc j'invite les citoyennes et les citoyens cette année à prendre conscience de ce qu'il y a de plus vivant et de plus sensible en eux. Merci. Véronique Reynaud. Virginie. Pardon, décidément, j'ai C'est rien. un petit problème. Pardon, Virginie. Alors moi, je dirais, n'ayez pas peur, même si on voit on peut avoir des indicateurs, enfin, en tout cas, on a des informations qui pourraient nous faire peur, mais n'ayez pas peur pour pas bloquer, je dirais, l'action. Donc, agissons tous dans ces transitions, reconduction, transformation. Enfin, tout est bon. C'est complexe, c'est pas facile, mais on l'a dit plusieurs fois, c'est en complémentarité de nos compétences, nos savoirs, et en co-construction qu'on y arrivera. Faut vraiment avoir en tête que faut le prendre comme une opportunité plutôt qu'une contrainte pour y arriver. Voilà. Et puis Diego Landivar en moins 30 secondes. Puisque... Oui, non, moi je vais juste faire un appel à toutes les entreprises qui sont convaincues qu'il va falloir passer à une autre vitesse, et aussi les étudiants qui aujourd'hui ont compris que la situation a changé radicalement. Et je pense qu'il faut rejoindre un peu cette coalition sur la question de la redirection écologique et devenir des redirectionnistes. C'est l'ambition que l'on porte en tout cas. Un nouveau métier pour nous toutes et tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci aux intervenants de vos contributions extrêmement riches, stimulantes, un peu perturbantes, mais en tout cas pleines de prospectives. Merci Bruno Rebel pour l'animation de cette table ronde. Très rapidement, en moins de 20 secondes, donc, continuez à suivre les assises européennes de la transition énergétique sur le site assise-énergie.net. Vous pouvez visiter le salon virtuel et ses conseillers. Et on se retrouve à 14h en direct tout à l'heure avec Thierry Salomon et ses invités sur le thème « Vers 100% de gaz renouvelable en 2050 ». Bon appétit.